Bonjour, aujourd'hui un JT Civim consacré à l'eau, cycle, qualité, normes, traitement, prix, optimisation de la ressource. On voit ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on appelle le cycle de l'eau? Alors, on utilise cette expression pour expliquer le fait que sur Terre, depuis que la Terre est Terre, plus de 4 milliards d'années, la quantité d'eau qui existe sur la planète est constante et elle ne fait que circuler en fait entre trois grands compartiments qui sont les océans, qui sont la source majeure d'évaporation, vers l'atmosphère. Dans l'atmosphère, à certains endroits, cette eau se condense et entraîne des précipitations, donc de la pluie ou de la neige, qui retombent sur les océans ou sur les continents. Et sur les continents, cette eau, après avoir plu, elle va s'écouler dans les rivières, dans les nappes phréatiques, dans les sols, et retourner ainsi vers les océans, dans ce qui fait un grand cycle au niveau global, mais il y a aussi des plus petits cycles à des échelles régionales, dans les bassins versants, etc. L'homme perturbe le cycle de l'eau. On est actuellement dans une période chaude interglaciaire qui, en plus, est réchauffée par les activités humaines. Donc, l'homme joue sur le cycle de l'eau via son impact sur le climat, le réchauffement climatique qui modifie la distribution temporelle et spatiale des précipitations. Mais l'homme joue aussi sur le cycle de l'eau, notamment continental, par tout un tas de pressions. Il va prendre de l'eau dans les cours d'eau ou dans les nappes pour certains usages, par exemple pour de l'irrigation agricole, pour faire des activités industrielles, certaines qui ont besoin de plein d'eau pour éliminer des polluants, je pense au papier par exemple, ou bien pour refroidir, c'est le cas notamment dans les centrales électriques, pour faire du ciment, etc. Donc, il y a plein d'usages. L'homme prélève aussi de l'eau dans les cours d'eau et les nappes pour l'eau potable et les activités domestiques. Et donc, notamment avec une pression forte, là où il y a des concentrations de population, qui sont les villes. Alors, question naïve, il pleut autant qu'avant, mais pas pareil. Les derniers travaux en climatologie du cycle de l'eau montrent que le réchauffement climatique s'accompagne du fait que dans les zones où les périodes les plus pluvieuses, les précipitations augmentent. Et dans les zones où les périodes les plus sèches, les précipitations baissent. Le stockage, c'est une bonne idée? Alors, oui, le stockage existe déjà sur les fleuves, hein, de manière générale. Il y a déjà des barrages qui servent de tampons, en fait, hein, tout simplement. Donc, on stocke en hiver les eaux de pluie, tout simplement, qu'on distille tout au long de l'année via certains débits, certains niveaux de débit, en fait, qu'on redistribue dans les fleuves pour que tous les consommateurs puissent être alimentés tout au long de l'année, en fait, de la distribution. Dans les zones qui pourraient être relativement propices à ça, si on le fait trop, en fait, ces retenues qu'on rajoute dans le paysage vont prendre l'eau plutôt vers l'amont des bassins versants et en fait, elles vont en priver les parties les plus aval. Et les parties les plus aval, dans les territoires, c'est typiquement les villes. Et ces villes moyennes qui vous intéressent. Maintenant, on va parler de l'eau potable. Pour fabriquer de l'eau potable, il faut que l'eau brute ait une certaine qualité. Il faut éviter effectivement des pesticides, il faut éviter certaines substances nocives comme les métaux lourds. Il faut que la température de l'eau, faut que sa turbidité soit conforme effectivement à certaines exigences réglementaires. Il y a un ensemble de paramètres qu'il convient effectivement de respecter en limite de quantité, en limite de concentration, avant de pouvoir fabriquer de l'eau potable. Est-ce que demain, il faudra faire évoluer les normes? Demain, de toute façon, on se prépare aujourd'hui et c'est déjà le cas puisqu'il y a une révision d'une directive européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Donc, ces nouvelles normes nous imposent de rechercher davantage de sous-produits à désinfecter, nous obligent aussi à concentrer un certain nombre de paramètres pour les abaisser, notamment sur le plomb, sur le chrome, et puis aussi de nouvelles limites réglementaires pour les métabolites et les pesticides. Donc cette réglementation qui évolue drastiquement nous oblige à faire des investissements, nous oblige aussi à faire avancer les outils technologiques d'analyse, et puis une meilleure connaissance aussi des effets sur la santé d'autres familles de composés. Et on a mis sous surveillance en ce moment ce qu'on appelle les paramètres dits émergents, comme les perturbateurs endocriniens, les médicaments, les métabolites
médicamenteux et les microplastiques. Donc, vous voyez que nos stations d'épuration ont un gros avenir devant elles. La qualité de l'eau, c'est aussi la température de l'eau. Une eau plus chaude est considérée comme étant de moins bonne qualité qu'une eau plus fraîche, à la fois parce que les réactions chimiques qui s'y développent vont être plus rapides, et puis aussi parce que pour beaucoup d'animaux ou de plantes aquatiques, il y a des limites thermiques à leur niche, et donc si on réchauffe trop l'eau, ça pose des problèmes écologiques, et qui vont faire que les milieux aquatiques, donc plantes et animaux qui peuvent réguler la qualité de l'eau, vont plus pouvoir mener cet effet épurateur de l'eau. Donc la température de l'eau augmente à cause du réchauffement climatique et aussi à cause du développement de certains usages de l'eau, notamment pour le refroidissement. Quand on se sert de l'eau pour refroidir une activité humaine, ça a comme conséquence directe de réchauffer l'eau. Il va falloir apprendre à gérer la ressource. Le changement climatique va amener à diminuer la quantité d'eau disponible, donc il faut faire face à ça en faisant des économies d'eau dans tous les secteurs possibles. Voilà. Et notamment en été, parce que c'est la période où il y a le plus d'usage et c'est là où il y en aura le moins. Bon, on a parlé des différentes solutions. Le stockage, on le fait déjà. La réutilisation, on a vu que ça avait ses limites. Donc, il reste l'optimisation de la ressource, Fabrice. En effet, l'optimisation de la ressource, elle commence par une bonne connaissance de son patrimoine, c'est-à-dire une bonne connaissance du réseau en tant que tel. Sur le réseau de Nevers Agglomération, il y a 650 km de canalisation, dont 400 sur le territoire de la régie. Sur le territoire de la régie, on a disposé une centaine de capteurs qui nous permettent d'analyser chaque jour ce qui se passe sur notre réseau, c'est-à-dire comment est-ce que l'eau circule à l'intérieur de ce réseau. Et le but du jeu, c'est de s'assurer qu'un maximum d'eau prélevée dans le milieu naturel arrive bien chez l'abonné. Donc, pour pouvoir faire simple, nous avons chaque jour environ 5000 données qui remontent sur notre poste central, si vous voulez, qui nous permet d'analyser un petit peu tout ce qui se passe sur ce réseau. 500 indicateurs sont très pertinents pour pouvoir analyser toutes ces fluctuations dans le réseau. Et par le biais d'une IA, en fait, maintenant, on arrive à balayer assez rapidement ces 500 indicateurs-là, si vous voulez. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus réactifs et d'économiser encore une fois de la ressource, de l'eau brute. Et d'ailleurs, pour le déploiement de cet outil, avec la Croix, vous avez eu un prix à Cannes. Le prix de l'eau, grand sujet, parce que tout le monde pense qu'elle est quasi naturelle et qu'elle est gratuite, mais l'eau, elle est traitée notamment pour la boire. Donc, ce prix de l'eau, moi, par exemple, à l'agglomération de Nevers en 2014, j'aurais pu le baisser parce que nos budgets étaient plutôt bons, mais en même temps, nous n'aurions pas pu faire les investissements qu'on a fait sur l'amélioration des réseaux et notamment les pertes d'eau que nous avons fortement limitées en quelques années. Donc, voilà comment on avance sur une réflexion sur le prix de l'eau. L'augmenter pour certains, pourquoi pas? Ça peut être sur les résidences secondaires, ça peut être sur certains usages. Pas forcément l'augmenter, mais ça peut être aussi la traiter différemment. On s'est rendu compte que pendant les périodes de sécheresse qui se renouvellent, les gens consommaient pas forcément moins, voire des fois consommaient même plus. Donc, est-ce qu'on fait une tarification saisonnière pour inciter à être plus raisonnable et pour quels abonnés? Est-ce qu'on fait aussi une tarification plus solidaire pour ceux qui sont moins argentés? Je pense au dispositif Pass Eau qui aide déjà ceux qui ont du mal à payer leur facture d'eau sur certains critères. Voilà, donc c'est des pistes de réflexion qui doivent aboutir à des décisions rapides. L'optimisation du réseau grâce à l'IA, à l'intelligence artificielle, on en est où aujourd'hui? Les résultats sont très satisfaisants puisque depuis la mise en place de ces outils de surveillance, c'est pratiquement 200 000 mètres cubes d'eau qui sont économisés chaque année, qui ne repartent pas en fait dans le sous-sol ou dans le milieu naturel, mais n'importe où. Mais un autre élément important, c'est économiser l'eau, c'est aussi économiser la ressource puisqu'on a moins besoin de pomper dans le milieu naturel. Et si on pompe moins, on utilise moins d'énergie. On économise de l'ordre de 150 mégawatts ainsi par année, ce qui fait qu'on diminue aussi nos frais de fonctionnement qui peuvent être ensuite réinjectés en euros sonnants et trébuchants plutôt pour faire de l'investissement. Oui, parce qu'il faut dire qu'en fait, c'est un budget fermé et c'est les ressources de l'eau qui servent à rénover le réseau. Et aujourd'hui, on rénove quoi? On rénove, je crois, 1% du réseau par an, simplement. Oui,
Oui, les ressources effectivement financières nous permettent pour le moment de renouveler les réseaux de l'ordre de 1% par an. Ça veut dire qu'on change en fait le linéaire de canalisation tous les 100 ans, ce qui est encore nettement insuffisant. Et tous les efforts qui restent à poursuivre, c'est effectivement renouveler au mieux les canalisations, les vieilles canalisations qui laissent fuir l'eau. Est-ce que le prix de l'eau va fatalement augmenter? C'est un vaste sujet parce que les gens ne se rendent pas compte, ceux dont nous sommes propriétaires, parce que c'est sous leurs pieds, ils ne le voient pas, sauf quand il y a des travaux. Donc la difficulté de ce réseau, c'est que c'est très coûteux au mètre linéaire, et puis en plus, quand on veut inclure des nouvelles technologies, mais c'est aussi un investissement pour ne pas perdre ou contrôler qu'on ne perde pas d'eau. Donc ça nécessite d'avoir vraiment une vision comptable de ce que l'on fait avec notre patrimoine sur nos réseaux d'eau et surtout assurer leur qualité et leur qualité par rapport à la santé, ce qui est une obligation. Donc aujourd'hui, on travaille sur des budgets qui normalement sont affectés, c'est-à-dire que ce qu'on perçoit de l'eau, on doit le redépenser et uniquement ce budget-là, sauf dérogation. Donc vous l'avez dit, c'est très long à renouveler. Donc c'est comment on peut éventuellement avoir des dérogations pour peut-être mettre d'autres budgets dessus, parce que sinon je crains que ça prenne du temps. En tout cas, il faut qu'on ait des recettes qui soient compatibles avec un entretien de l'existant et qu'on garde une exigence de haut niveau de service. À très bientôt pour un nouveau JT du Civim et d'ici là, les villes médianes auront encore innové.